Maintenant, je vais vous parler de la question de l'architecture vernaculaire au sens, est-ce qu'elle constitue un point, mon point? Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, les deux interventions présentes, moi, elles m'ont parlé, l'une avec la question de l'habité, alors évidemment psychique, mais qui est voilà. Puis l'autre, la question d'enseignement, parce que je vais en parler un peu, j'enseigne aussi. Voilà, donc juste pour, je suis architecte, je suis enseignant-chercheur maintenant à l'école d'architecture de Normandie. Et donc en ce moment, je ne pratique plus l'architecture en agence, j'ai plus d'agence donc. Je fais une thèse sur l'architecture vernaculaire contemporaine agricole en Normandie. Je vais en parler sur les constructions agricoles. Et puis voilà. Donc l'exposé, je vais essayer de préciser un peu ce que ça veut dire architecture vernaculaire. Euh, Ensuite, essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, c'est intéressant de s'intéresser à cette architecture, ce type d'architecture. Et puis finalement, ensuite discuter cette question de est-ce que c'est un point, un non-point, comment, pourquoi. Alors, sachant que moi, c'est plutôt un point d'interrogation. Hein. C'est en construction. Ça va être. Voilà, c'est l'idée aussi, je pense d'ailleurs finalement qu'un point, ça s'affirme, ça se défend, mais ça se construit aussi. Et moi, c'est un peu. Voilà, je cherche un peu à formuler ça. Ok. Voilà, donc. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'architecture vernaculaire? Juste quelques formules un peu utilisées par les uns et les autres. J'ai enlevé ça, peut-être. Non, non, tu le le mets. mets. Oui, bon, c'est l'architecture sans architecte. C'est une des manières simples, une formule concise qui a été définie, enfin, formulée par Rudowski, qui est un architecte en 1964, donc exposition, livre, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc une autre formule, c'est l'architecture du peuple et par le peuple et non pour le peuple. Ça, c'est Paul Oliver, c'est le bouquin du milieu. Et une troisième une manière de voir, c'est pas le troisième livre, c'est un autre auteur. Il nous dit, donc Pierre Frey, qui est un architecte suisse, qui s'est aussi inspiré de Ivan Illich, des lectures de Illich, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Le genre vernaculaire. Et partant de là, a proposé la définition est vernaculaire tout ce qui demeure périphérique ou extérieur aux flux mondiaux du capital et tout ce qui, de gré ou de force, se dérobe à son contrôle. Voilà, donc c'est. Ah, En bas. ça marche plus. Ah oui, il faut peut-être que je revienne dessus. Non, échappe. Oui, non, parce que oui. Quand tu cliques en haut sur oui, c'est ça, pardon. Ah, voilà. Bon, là, j'ai mis une diapo pour un peu essayer de. Donc, c'est une architecture conçue et construite par les personnes mêmes qui vont l'habiter. Donc, ça se distingue de l'architecture produite par par les architectes et les autres professionnels de la construction. Qu'il s'agisse donc, par exemple, des monuments, les palais, les églises, les mairies, etc., ou les logements sociaux sur lesquels les habitants n'ont pas leur mot à dire, même si bon, aujourd'hui, il arrive des questions d'architecture participative, etc., mais ça reste quand même assez marginal et dans un cadre très, très normé par les questions étatiques. Euh, voilà, là, c'est des images aussi du livre de Rudowski pour montrer un peu la diversité dans le monde. Alors, c'était en noir et blanc dans les années 64, hein, cette exposition pour dire que sur un plan historique, c'est-à-dire depuis la création de l'architecture sédentaire au néolithique, on va dire, ou sur le plan géographique, c'est-à-dire à l'échelle de l'écoumène, c'est-à-dire l'étendue terrestre, l'étendue sur laquelle l'humanité habite, l'architecture vernaculaire donc, a longtemps et partout été dominante dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Et c'est seulement, on va dire, depuis 2 siècles peut-être, que le développement du capitalisme industriel concurrence, voire éradique cette forme d'architecture au profit d'une architecture de professionnels spécialisés. Alors spécialisés, il y a les maîtres d'ouvrage institutionnels, ceux qui payent et qui commandent, donc par exemple les offices HLM, les promoteurs. Il y a les architectes et les ingénieurs qui, eux, conçoivent en dessinant et en calculant. Et puis les entreprises plus ou moins grosses, celles qui construisent. Et en France, il faut savoir qu'on a les trois gros majors internationaux du BTP, Bouygues, Eiffage et Vinci, qui ont un poids particulier dans tout ça. Voilà, donc l'architecture vernaculaire n'en demeure pas moins vivante actuellement, sous au moins deux formes. Les fermes paysannes en zone rurale, donc, notamment j'étudie à travers ma thèse, et puis les bidonvilles en zone urbaine. Là, je vous ai mis, c'était une étude d'un architecte, hein, parce que les architectes scientifiques s'intéressent aux architectures vernaculaires, les favelas de Rio, avec ici, bon, voilà, comment les favelas se sont développées dans le relief. Alors, bon, ça c'était juste histoire de fixer un peu ce que c'est que cette idée d'architecture vernaculaire. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? Alors, bon, j'ai fait un peu un travail un peu introspectif en me disant, parce que en fait, finalement, il y avait discussion avec François de savoir est-ce que j'avais un point, quel était mon point. Bon, et d'ailleurs, non, mais on a pas mal discuté cet été. On était arrivé à l'idée qu'il n'y avait pas forcément de point. Et puis, alors, de fil en aiguille,
On a parlé de ma thèse. Bon, bref, toujours arrive l'idée que l'architecture vernaculaire pourrait être un point. En tout cas, il faudrait se poser la question pourquoi c'est intéressant de la travailler, de s'y intéresser et s'y intéresser en tant qu'architecte, puisque c'est une architecture sans architecte, ça peut paraître un peu paradoxal. Alors, j'ai essayé de me demander à partir de quand, déjà, finalement, j'ai entendu ce mot-là, enfin, quand est-ce que c'est arrivé. Donc, c'était déjà pendant mes études d'architecture, donc il y a quand même 20 ans maintenant. J'avais à ce moment-là différents enseignants, et donc ce livre-là, Construire avec le peuple, de Hassan Fathy, donc, qui est un architecte égyptien. Il y avait aussi, et en même temps, cette question de la critique de la technologie. C'est pour ça que je l'ai mis, le livre de Jacques Ellul, Le bluff technologique. Et donc, dans ma mémoire, si je reviens un peu pour essayer de me rappeler comment j'en suis arrivé à m'intéresser à ça, cette architecture donc vernaculaire, c'est associé à une critique de l'architecture moderniste, capitaliste, fonctionnaliste, high-tech. On pourrait qualifier tout ça. Enfin, c'est un peu une nébuleuse, hein, enfin, c'est un peu une nébuleuse, mais c'est un peu des concepts qu'il faudrait clarifier. Mais bon, tout ça, finalement, est pour moi un peu associé. Et donc, l'architecture vernaculaire, finalement, c'est une forme de pas de côté aussi pour regarder autrement l'architecture, autrement que un discours dominant. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de Bernard Rudowski, hein, celui qui a écrit Architecture sans architecte en 64, qui critiquait justement les trois thèses du champ historique et géographique des architectes et de l'enseignement d'architecture, qui était restreint à l'Occident et à quelques périodes historiques. Et il a aussi une formulation intéressante qui nous disait ce qui nous importe, c'est l'entreprise communautaire. Parler de ça en parlant à propos de l'architecture sans architecte. À opposer finalement à quoi une forme d'individualisme de l'architecte, de l'expert, je propose comme polarisation. Ouais. Si je remonte encore un peu plus loin, finalement, c'était aussi le souvenir quand j'étais finalement gamin, quand on allait en vacances dans les Alpes. Donc moi, j'ai grandi à Paris, hein, et donc j'ai vu à un moment une famille qui construisait son chalet, son habitation. Et à ce moment-là, j'ai un peu, je pense que j'ai réalisé à ce moment-là que le jeu de construire sa cabane comme un gamin, ça pouvait être aussi finalement euh, un- un- une activité sérieuse d'adulte et que c'était pas uniquement ce qu'on voit dans les livres, les chantiers ou dans les rues, les grues, les machins, voilà, fait par d'autres, non, que les gens peuvent eux-mêmes construire. Et bon, moi, vivant dans les immeubles haussmanniens parisiens, je pense que j'avais déjà finalement intégré avec mon vécu plus les livres qui parlent des chantiers qu'il y avait une sorte de coupure, quoi. Et qu'en tout cas, je découvrais qu'on pouvait, c'est quand même dingue en fait, de se dire que déjà gamin à 8 ans, tu as intégré que tu ne pourrais pas construire ta maison. Voilà. Alors ensuite, une fois diplômé en école d'architecture, il y a un autre moment marquant pour moi, c'est que donc j'ai eu la chance de rencontrer un ami paysan breton. Donc c'est une chance, hein, parce que pour des Parisiens, c'est pas évident d'avoir cette rencontre. Et à ce moment-là, en discutant avec lui, j'ai pris conscience que les paysages ruraux sont certes faits d'éléments naturels, de l'herbe, des arbres, des prairies, tout ça, mais qu'en fait, tout ça est façonné par l'homme. Je n'avais jamais tellement réalisé ça. Et finalement, l'architecture vernaculaire rurale, en l'occurrence, permet de comprendre en architecte les formes de ces paysages et le lien entre ces architectures et le paysage. Je vais juste vous donner un exemple complémentaire. Là, en fait, il y a une complémentarité entre la notion de paysage. Là, je prends l'exemple du bocage, qui est un paysage fermé par des haies, en fait, hein, des haies d'arbres qu'on voit sur cette photo, et en complémentarité, une architecture ouverte. C'est-à-dire que les bâtiments, les corps de bâtiments n'ont pas besoin de se toucher, puisque finalement, les animaux sont finalement maintenus par les haies. Et à l'inverse, dans un paysage ouvert, j'ai trouvé cette carte postale, ce qu'on appelle l'open field, hein. Alors il y a quelques haies certes, mais on voit quand même que c'est quand même les grandes plaines céréalières. Et bien là, à l'inverse, les bâtiments reconstituent la fermeture. Voilà. Donc une capacité en tant qu'architecte, par l'architecture vernaculaire aussi, à comprendre au-delà de l'architecture vernaculaire, finalement, cette notion de paysage qui pour moi était un peu jusqu'à présent mystérieuse. Aussi comprendre que avec les matériaux utilisés, il y a un lien entre les paysages d'architecture et l'architecture vernaculaire. Par exemple, dans les paysages de bocage, donc règnent plutôt des arbres comme le chêne ou le hêtre, qui sont des bois qui ne poussent pas très droit, un peu noueux. Et donc, on ne peut pas construire de la même manière que quand on est avec des bois résineux qu'on trouve dans le nord de l'Europe ou l'est de l'Europe. Et donc, ça induit aussi des modes constructifs différents, notamment le fameux colombage, où on remplit avec de la paille et de la terre les interstices entre ces bois noueux. Et donc, il y a encore une fois, par cette architecture vernaculaire, comprendre un lien entre un milieu, un paysage et l'architecture. Alors, si on prend un peu de recul, un peu plus théorique,
je vois trois raisons d'étudier l'architecture vernaculaire aujourd'hui. Voilà, essayer de thématiser ça. Donc, pour moi, c'est une forme d'architecture émancipatrice. Je vais le détailler. Ça permet aussi de croiser la question de l'habité et la question du travail. Et ça permet de politiser la question de l'architecture écologique. Alors moi, bon, c'est un point aussi qu'on est en discussion, mais sous l'angle socio-technique, cette question de la critique de la technique, low-tech, high-tech, voilà, une sorte de polarisation de la technique, pas que sous l'angle technique, justement, sous l'angle social. Alors, une forme d'architecture émancipatrice. Alors là, j'ai mis une diapo, je vais expliquer. Bah, si j'explique tout de suite de quoi il s'agit, parce que sinon, c'était à un moment, j'ai travaillé, je vais revenir dessus, mais avec l'école des actes qui a Aubervilliers, avec Judith Balzo et d'autres, et on a initié, enfin, il y avait un travail avec des habitants, enfin, des gens qui squattaient et qui avaient trouvé ce grand hangar qui était un ancien centre commercial. Et donc, on a essayé en architecte, je reviendrai après dessus, mais de travailler avec eux. Donc, on voit bien que c'est une architecture de squat, au sens c'est eux qui eux-mêmes ont construit tout ça. On n'avait pas fait les plans de tout ça, mais on a essayé de travailler quand même avec eux sur comment occuper cet espace-là de manière intelligente architecturalement et pour que ça convienne à tout le monde. Voilà, c'est juste pour expliquer la diapo, le cadre de cette diapo. Donc, l'émancipation. Alors, pourquoi? D'abord vis-à-vis des gestionnaires professionnels, c'est-à-dire que les habitants des architectures vernaculaires ne sont pas soumis à un règlement intérieur conçu par un bailleur qui cherche à soumettre les modes de vie à une norme sociale imposée. Et c'est pourtant ce que subissent justement, par exemple, les habitants des foyers de travailleurs migrants qui ont été récemment transformés en résidences sociales. Et de façon générale, les habitants des architectures vernaculaires doivent s'organiser pour prendre les décisions relatives à la vie du bâtiment, son entretien courant, ses inévitables transformations pour l'adapter aux évolutions des modes de vie et son éventuelle démolition finale aussi. Selon le statut du foncier sur lequel cette architecture est bâtie, ils peuvent aussi s'affranchir d'un propriétaire extérieur à qui il faudrait restituer un loyer. Donc, émancipation vis-à-vis de la question de la gestion, aussi au niveau émancipation vis-à-vis des concepteurs, donc les architectes et les ingénieurs. Donc, ce sont les habitants qui conçoivent leur habitat sur un mode très différent de ceux des professionnels. Ils ne décident pas des plans sophistiqués, ils ne se lancent pas dans des savants calculs d'optimisation, mais partent souvent d'un type, un modèle architectural qui est couramment pratiqué dans leur milieu historique et géographique. Puis ils adaptent ce type à leurs besoins, voire l'améliorent de quelques trouvailles qui contribuent à faire lentement et collectivement évoluer ce type. Bon, en lisant ça et en voyant la diapo, il y a quand même, c'est vrai, un point, c'est qu'il y a des formes d'architecture vernaculaire traditionnelle, comme on a pu le voir sur les diapos d'avant. Et il y a la question aussi du vernaculaire contemporain. Mais bon, si on reprend les favelas, par exemple, ici aussi se transmettent il y a une forme de savoir qui se constitue collectivement, progressivement, et qui s'améliore, et des formes de type, on pourrait dire, de construction. Et puis, dernier point, donc on a parlé de la gestion, de la conception, et l'autre point, c'est la construction en soi. L'architecture vernaculaire ne confie pas sa réalisation à une entreprise spécialisée. Le chantier est une pratique sociale collective organisée par les habitants avec la contribution de leur communauté. Rien n'empêche de faire intervenir un artisan qui maîtrise telle ou telle partie plus technique, mais celui-ci intervient alors comme un encadrant et transmetteur de savoir-faire. À la différence des chantiers de l'architecture des professionnels soumis à la cadence du conducteur de travaux, les chantiers vernaculaires ne sont pas juste des moments de labeur, mais peuvent s'enrichir de pratiques culturelles telles que des chants ou des danses pour contrebalancer l'inévitable pénibilité de certaines tâches de construction. Donc là, c'est un exemple de femmes qui dament le sol et qui à ce moment-là se fait avec des chants, des danses et puis des moments aussi un peu conviviaux de partage des repas, etc. Et donc la division même entre conception et réalisation tend à être gommée puisqu'une partie des décisions de conception peut être discutée et amendée durant la réalisation, la réalisation n'étant in fine pas sous le contrôle absolu de la conception. Alors le deuxième thème, cette question croiser, habiter et travailler. Là, j'ai mis deux diapos de deux types d'espaces. L'un très spécialisé qui est autour d'un artisanat avec un four, et l'autre plutôt sous la question de la polyvalence des espaces, où on voit que l'architecture
l'architecture s'adapte aussi aux pratiques. Et donc quand on a une architecture avec une forme de une pratique avec une forme de polyculture d'élevage, eh bien, on peut avoir une architecture finalement plus polyvalente. Donc, la séparation spatiale et la spécialisation fonctionnelle organisée par le capitalisme entre le logement et l'usine est souvent beaucoup moins nette dans le cas de l'architecture vernaculaire qui a tendance à mêler l'habitat et le travail. Cela peut être vrai dans le cas d'une forme d'architecture de production artisanale urbaine, mais c'est particulièrement saillant concernant l'architecture agricole rurale, qui représente l'immense majorité de l'architecture vernaculaire pré-industrielle et qui est affaire de production et d'habiter. L'architecture agricole contemporaine est donc un lieu privilégié pour étudier comment un certain type de production paysanne peut s'organiser selon des orientations qui cherchent à s'émanciper du capitalisme et à inventer des formes d'autonomie et ou de collaboration paysanne. La façon dont la ferme est habitée est alors guidée autant par des considérations personnelles ou familiales que par des questions de production agricole. Là, c'était juste aussi, c'est une ferme, donc le bâtiment date du 19e siècle, et les agriculteurs, plutôt que de tout raser et construire des hangars modernes, ont essayé, aussi pour des raisons de moyens, dont on va d'ailleurs juste après parler, de créer des ouvertures. Ça n'empêche pas d'avoir une forme de mécanisation du travail, mais on n'est pas dans la ferme-usine avec une optimisation à outrance. Et eux-mêmes, finalement, revendiquent une forme de travail manuel, non mécanisé. Il y a eu tout un débat assez intéressant. Enfin, d'ailleurs, au passage, toute cette question était venue aussi sur le témoignage d'un agriculteur que j'avais soumis à lecture sur tenir le lait. Enfin, bon, ce sera un autre point, mais c'est intéressant aussi parce que finalement, l'architecture vernaculaire nous amène en tant qu'architecte à être au contact étroit avec les habitants qui eux-mêmes tiennent des points et quelque chose. Et puis alors le dernier point, qui est donc cette idée de polariser la question de l'architecture écologique. Là, j'ai mis deux exemples. Ça, c'est aussi issu de mon enquête sur la thèse. Là, c'est des producteurs de pommes de terre. À droite, producteurs spécialisés, presque industriels, avec des frigos et donc des groupes froids, etc. Et puis à gauche, une manière de conserver les pommes de terre avec de la ventilation, de la paille, enfin des systèmes. Donc à gauche, la version un peu low-tech, et à droite, la version, on pourrait dire high-tech. C'est aussi pour essayer d'illustrer ce dernier point. Donc, que l'architecture vernaculaire tend également à s'opposer à l'architecture professionnelle et commerciale par les moyens techniques et les ressources qu'elle mobilise. Si la seconde bénéficie d'importants moyens financiers permettant de produire puis d'acheminer et enfin de mettre en œuvre des matériaux industriels lourds et énergivores, donc le béton étant un peu le parangon de cette architecture professionnelle commerciale. La première, donc l'architecture vernaculaire, doit de fait se contenter d'une pauvreté de moyens qui oblige à recourir à des matériaux locaux, certes moins performants, mais plus vertueux sur le plan écologique, et qui assument aussi la transformation du paysage que leur production induit. L'idée que finalement, cette architecture utilise des ressources liées au paysage que j'ai essayé de vous montrer un peu au début. L'architecture vernaculaire s'inscrit dans une perspective qu'on qualifie aujourd'hui de low-tech, au sens d'accessible, d'utile et de durable. Au-delà de trancher la question high-tech contre low-tech, ce point a le mérite de replacer la question technique et donc matérielle au centre du débat et de la rendre appropriable par les habitants, là où l'architecture de professionnels tend à leur confisquer et à la confier aux experts. Voilà, et donc j'en arrive à cette question de se poser, de réfléchir, est-ce que ça constitue un point à défendre et voilà, un point à tenir. Du coup, trois sous-questions. D'abord, est-ce que l'architecture vernaculaire est un point en tant que tel? Est-ce que c'est mon point? Et puis ensuite, est-ce que c'est mon unique point? Je me suis posé un peu toutes ces questions. Si je peux rajouter un point, est-ce que c'est un point d'architecte? Et est-ce que c'est un point d'architecte? Oui, alors de toute façon, c'est oui, c'est sous-entendu en tant qu'architecte. Donc les deux premières questions pourraient sembler faire qu'une, car évaluer si l'architecture vernaculaire est un point requiert un sujet, si j'ai bien compris la théorie du point. Et donc évidemment, je pense à moi, mais à bien y penser, on pourrait examiner si l'architecture vernaculaire n'est pas aussi le point d'autres architectes. Et donc, bon, j'en ai cité quelques-uns, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certains ont quand même consacré une partie de leur vie à ça, ce qui me semble finalement aussi être gage qu'il y a peut-être un point. Je ne les cite pas, parce qu'en plus, je pense que ça va parler à personne et on gagne un peu du temps. Et donc, qu'en est-il pour moi? Du coup, je fais un peu ma biographie, hein, mais forcément, parce que je me suis dit,
bon, concrètement, j'y consacre un cours entier à l'école d'architecture de Normandie où j'enseigne. Donc avec les étudiants, on examine comment l'architecture vernaculaire peut mieux comprendre le milieu dans lequel elle prend place et révéler aussi ce milieu. Donc le milieu qui se distingue de l'environnement en ce qu'il raconte une relation entre une espèce, en l'occurrence l'homme, et son environnement. Et on regarde comment cette relation entre l'architecture et le milieu est à la fois matérielle, c'est-à-dire physique, liée aux ressources, au climat, et culturelle, liée aux activités économiques, mais également aux structurations sociales et aux croyances. Et dans le cadre des crises écologiques, sociales et architecturales que nous vivons, l'hypothèse du cours est que l'étude de l'architecture vernaculaire peut aider les étudiants à s'orienter architecturalement. Alors en lisant ça, il faudrait que je développe, et je n'ai pas exactement les idées claires, c'est plutôt des intuitions. Le travail, alors aussi pour vous dire, le travail qu'ils doivent faire pour valider ce cours, je leur ai proposé plutôt qu'un examen, c'est qu'eux-mêmes fassent un dossier sur une architecture vernaculaire de leur choix, et qu'à la conclusion de ce dossier, eux-mêmes puissent mettre en lumière quelques caractéristiques que l'architecture vernaculaire, quelques caractéristiques du milieu que l'architecture vernaculaire a mis en lumière, sur lesquelles ils pourraient prendre appui en tant qu'architecte pour concevoir quelque chose dans ce milieu-là. Et voilà, et j'y consacre aussi donc, mon travail de doctorat, on a déjà un peu parlé, qui est donc auprès des agriculteurs de la région normande où je vis et je travaille. Donc c'est le pays de Caux, entre Rouen, Dieppe et Le Havre, situé. Et pour comprendre comment ces agriculteurs adaptent les architectures vernaculaires traditionnelles dans lesquelles ils vivent et travaillent aux questions contemporaines de l'agriculture. Voilà. Et donc, ça va de l'agriculteur entrepreneur sur 700 hectares à l'agriculteur qui, lui, cherche à tenir de la Confédération paysanne, à tenir aussi son point, pour le coup. Alors, du coup, la question, donc oui, d'un point de vue pragmatique, il semble que ce soit mon point. Enfin, quand même, j'y passe suffisamment de temps pour qu'on puisse faire cette hypothèse. La question, si c'est mon unique point, et j'ai du mal à m'y résoudre. Voilà. Je me dis que si j'ai pas eu tant de creuser que ça, c'est aussi l'occasion pour ça que je viens ici aussi en parler, mais réduire mes convictions architecturales à cet unique point me semble un peu réducteur. Et alors, du coup, j'ai fait une sorte de rétrospection un peu de mon parcours. Je me dis, tout ça, c'est quand même affaire de subjectivité. Et donc, je me suis rendu compte quand même qu'il y a eu plusieurs moments où il y a eu des moments de bifurcation. Et je me suis dit, alors d'ailleurs, la bifurcation, c'est un des thèmes des étudiants en école d'ingénieurs, en école d'agro, vous avez suivi tous les discours des nouveaux diplômés qui essayent de se poser en rupture. Hein. Donc, finalement, je me suis dit, oui, moi, il y a eu quand même des moments de bifurcation qui peut-être touchent aussi à des points. Le premier, c'est que j'ai commencé par des études d'ingénieur qui étaient vraiment sans conviction et en rencontrant l'architecture, j'ai eu un énorme déclic, hein, vraiment, j'ai trouvé un sens à ma vie quand même. C'est important. Donc, une forme de premier point d'accroche, on pourrait dire, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Deuxième point, c'est que j'ai travaillé au début pour l'État, pour l'aviation civile. Et j'ai réussi à bifurquer à nouveau pour aller cette fois en agent d'architecture dans le privé, parce que c'est aussi là où c'est un peu le cœur enfin, c'est ce que j'imaginais être le cœur de l'architecture. Bon, ça paraît anodin, mais quand même pour moi, enfin, de l'extérieur peut-être, mais pour moi, ça m'a demandé du courage. Enfin, c'était un moment où il a fallu prendre une décision et quitter quelque chose pour aller vers un autre endroit. Donc, il y avait peut-être aussi un point qui se jouait là. Autre point, alors très important, face au nihilisme auquel on faisait face en école en agence d'architecture, parce que moi je me suis retrouvé entre le marteau et l'enclume, autour de Bouygues et Vinci. Enfin bon, je pourrais rentrer dans le détail, mais c'était assez violent. L'architecture étant alors vue comme un produit et plus du tout comme une question d'habiter ou de. Et donc voilà, j'ai renoncé aussi à ce moment-là. Non, j'ai bifurqué pour faire le concours d'instituteur. Voilà. Et donc, j'ai découvert le deuxième sens de ma vie, d'un point de vue intellectuel, on va dire, c'est enseigner. Donc, j'ai réussi le concours, mais alors là, face à la montagne à franchir justement pour devenir instituteur, qui plus est en maternelle, alors moi, je n'avais pas encore d'enfant, j'étais pas du tout. Enfin, ça a été un choc immense. Et finalement, j'ai renoncé, mais j'en ai tiré que j'ai réussi finalement à enseigner en école d'architecture à ce moment-là, et ce qui était une sorte de rêve qui me semblait un peu inaccessible, et en tout cas, j'ai réussi à prendre le taureau par les cornes. Autre point aussi, un moment important, c'est le moment où j'ai répondu à un appel aux architectes lancé par le collectif ouvrier du monde Architectes de paix,
Et donc, j'ai modestement, je dis milité, parce que bon, avec tous les guillemets les précautions face aux militants que j'ai en face de moi, dans les foyers avec les habitants pour qu'ils puissent reconquérir une capacité à organiser leur foyer, puis en contact avec l'École des Actes et une autre association à Montreuil. Bon, en tout cas, il y a eu cette idée qu'en tant qu'architecte, de réussir à travailler auprès des habitants, avec les habitants et pas pour des habitants qu'on ne verra jamais. Et puis, dernier point quand même, j'ai entamé cette thèse donc, sur l'architecture vernaculaire, donc un point sur la question de la recherche, de l'intellectualité, et le thème choisi étant cette architecture vernaculaire autour des questions agricoles. Voilà, et donc l'intuition que j'ai, c'est que ce n'est pas le seul point de ma vie d'architecte, et peut-être que pour faire un point, il y a encore un travail peut-être de formuler, surtout si c'est un point à défendre. Je me disais, en réfléchissant, c'est que stratégiquement, il faut peut-être avoir un point plus haut, plus fort pour avoir une consistance à défendre plutôt qu'un s'il s'agit de défendre quelque chose. Ceci dit, voilà, ça résonne quand même cette idée de point par rapport au courage que ça demande de tenir un tel point dans les écoles d'architecture. Il n'y a pas tant de... bon, bref. C'est pas courant d'avoir un cours entier sur l'architecture vernaculaire dans le cours de théorie d'architecture. Donc, quelque part, il y a quelque chose à tenir de ce point de vue-là. Et un des autres points que je me donne à réfléchir, c'est cette idée d'architecture comme un art, qui sera un autre point, du coup. Je vous livre une autre réflexion. L'architecture est un art, et d'autant plus difficile à tenir qu'il est une production collective, ce qui renvoie d'ailleurs à l'intervention que j'avais faite dans le cadre d'Hétérophonie 68 au Théâtre de la Commune, qui est un certain nombre d'entre nous qui étaient là. Et j'ai relu ce que j'avais écrit à l'époque, et le terme vernaculaire n'y apparaissait pas du tout. Donc, voilà, interrogation sur la question de la formulation.